Bien, Jérémy Chapeau, je te donne la parole pour la présentation de cartographie. Merci, bonjour à tous. Jérémy, merci pour l'invitation. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la cyber. Je suis passé par les armées. Ensuite, j'ai fait du SOC. Plus récemment, j'étais responsable sécurité dans une start-up, donc avec un tropisme assez tourné vers l'opérationnel. Et depuis quelques années maintenant, je participe au développement et au maintien de la solution cartographique que je vous présente aujourd'hui. Avant de rentrer dans la solution, je vais vous redonner un peu de contexte sur comment moi, je suis arrivé à découvrir cet outil et à l'utiliser. Donc, chez Résilience, quand je suis arrivé, c'était une cinquantaine de personnes. Résilience, c'est une start-up dans le domaine de la santé, donc avec toute la réglementation, notamment sur les données qui s'imposent. Et donc, quand je suis arrivé, une cinquantaine d'employés, il y avait déjà eu un rachat. Et sur les 3 ans, à peu près, où je suis resté chez... Et donc, oui, les 3 ans où je suis resté chez Résilience, on est passé de 50 à 200 employés et on a eu à peu près 3 rachats. Donc, où je suis parti, on avait une infrastructure qui s'étalait sur six fournisseurs. Donc, on avait du OVH, un autre fournisseur pour de l'hyperviseur, on avait Clever Cloud pour du PaaS, on avait une des sociétés qu'on avait rachetées qui était sur GCP, l'autre sur AWS, et on avait commencé à mettre des choses dans Azure. Donc, une belle galaxie bien éclatée. Et ça, c'est que pour la partie infra, parce que même pour la SaaS, on a fait des pics à plus de 150 outils en SaaS, en libre service. On a même eu des phases où il y avait plus d'outils que d'employés. Donc, à un moment, on se demandait comment gérer ça, comment avoir une belle représentation de mon infra. Et c'est là où j'ai découvert cartographie. Donc, cartographie, c'est ça vraiment le problème auquel ça essaye de répondre, c'est l'explosion de la complexité aujourd'hui des environnements. Donc, on a du multi-cloud, comme l'exemple que je citais, on peut avoir des infrastructures éclatées sur plusieurs fournisseurs, une explosion du nombre de solutions SaaS. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les grosses structures, mais en tout cas, pour les petites et moyennes entreprises, les SSO sont très coûteux, notamment sur ces applications en SaaS, où quand vous voulez passer d'une licence, on va dire, professionnelle à une licence qui vous permet de gérer du SSO en SAML ou ce genre de choses, bah, vous faites du x4 à x7, x8 sur les prix. Et donc, bah, c'est juste, c'est pas supportable. Donc, on a des gestions de politiques d'accès qui sont extrêmement complexes. On a des ressources même maintenant qui sont éphémères avec tout ce qui est Cloud Function, ce genre de choses. Des instances qui sont en scalabilité horizontale, donc avec plusieurs réplicas dans plusieurs data centers. Et on a aussi tout ce qui est pipeline, donc que ce soit pour la mise en production, pour le déploiement, ou tout ce qui est pipeline de données, les ETL. Donc, c'est pas parce qu'on sait que la donnée est à un endroit qu'elle se retrouve pas à un autre, qu'elle transite pas par tout un tas de serveurs. Et c'est un peu à ça qu'on essaie de répondre. Donc, qui peut accéder à quelles données, quels sont les services exposés. Et une que j'aime bien, qu'est-ce qui se passe si la brique X tombe? Alors, cartographie seule permet pas de répondre à ça. Il y a toute une connaissance métier, mais rien que déjà de savoir qu'est-ce qu'un quel service est connecté avec quelle base de données, quel provider, ça permet déjà d'avoir une première estimation. Aujourd'hui, pour ça, on a des solutions partielles, enfin, que moi j'estime partielles, qui existent, mais extrêmement centrées sur les fournisseurs américains. Tout ce qui est CMDB, en général, c'est incomplet, ça reste figé à la création, il y a une bonne dynamique au départ et ça s'essouffle. On a vite des dérives entre la réalité et ce qu'on a. On a des graphes d'accès qui sont impossibles à construire. Si je prends l'exemple de Résilience, notre fournisseur d'identité, c'était Google Workspace. On avait voulu rajouter une couche VPN Zero Trust, donc on avait mis du Cloudflare entre les deux. Et les briques logiciels métiers, on a une partie qui était historiquement sur Auth0, et les autres, on avait commencé à migrer vers Keycloak. Donc pour avoir l'accès d'un employé, ça dépendait de ce qui était configuré sur Google, ce qui était configuré sur Cloudflare, ce qui était configuré dans Keycloak, avant que ça arrive dans l'application. Et donc, j'en étais sur les graphes user qui étaient compliqués à construire. On a des clouds parfois qui sont en silo, avec des équipes data qui peuvent être administrateurs de leur propre enclave, pendant que la partie infrastructure vit sa vie de l'autre côté. On a parlé des applications SaaS sans gouvernance. Et comme je disais, des solutions d'audit qui sont très orientées fournisseurs US. Donc, on trouve des choses pour auditer son environnement AWS, on trouve des choses pour GCP. J'ai jamais rien trouvé pour Scaleway ou pour OVH, par exemple. Et je n'ai pas trouvé non plus de solutions qui permettent d'avoir tout de bout en bout. Et c'est un peu l'idée derrière cartographie, c'est connecter toutes les données dans un graphe de connaissances global à l'infrastructure pour ensuite pouvoir l'exploiter. Alors j'essaie de mettre cartographie en une slide.
à gauche, c'est pas cartographie, mais c'est ce que ça produit, enfin en tout cas un tout petit extrait pour que ça rentre sur une slide. C'est un graphe de connaissances. Ici, c'est Scaleway qui est représenté, une partie de Scaleway. Donc en orange, vous avez l'organisation. En rose, à gauche, vous allez avoir les utilisateurs. Donc en bas à gauche, il y a un utilisateur réel, c'est le mien. En haut, c'est des comptes de service. En marron, vous avez les clés d'API qui sont connectées aux utilisateurs. Alors ici, je n'ai pas la partie droit qui est représentée. Et dans la partie en bas à droite, vous avez en jaune le projet qui est relié à une instance qui monte un système de fichiers qui est un snapshot. Voilà, donc ça permet de... Et c'est vraiment tout le workflow. Ça va se connecter à l'API. Ici, l'API de Scaleway, ça ingère les données, ça les modélise dans un graphe, et ensuite, on peut venir interroger ça via un langage spécifique, ici Cypher, qui est le langage qui a été développé par Neo4j pour requêter les graphes. Et en bonus, cartographie, une partie de détection de drift. C'est-à-dire que vous allez avoir votre graphe ingéré à un instant T plus 1, vous allez refaire une requête dessus, et vous allez pouvoir mesurer les différences, les évolutions qu'il y a eu. Donc j'insiste un peu, c'est pas un outil de visualisation. On voit bien d'ailleurs que la partie visualisation n'est pas poussée à l'extrême, j'ai mis quelques couleurs, mais le but n'est pas de faire de la visualisation, mais bien d'aller faire de la représentation de données pour derrière construire dessus. Quelques cas d'usage, j'en ai parlé, le drift de détection, la conformité, c'est un peu le screen que vous avez à côté, c'était connecté ici à Slack, et donc vous pouvez avoir ici la détection de deux nouveaux comptes administrateurs sur un cluster. On peut aller faire de la gestion des accès, la gestion de vulnérabilité, qui est un des premiers cas d'usage qu'il y a eu. C'est bien de savoir qu'il y a une vulnérabilité sur une image, par exemple, mais où est-ce qu'elle est déployée? Est-ce qu'elle sert de base à d'autres images? C'est des questions auxquelles on va pouvoir répondre. On peut aller faire de l'inventaire d'assets dynamiques. Une fois qu'on a le graphe, on peut venir le réduire à un tableau, c'est assez facile. Dans le cadre de réponse à incident, ça permet d'aller chercher du contexte. On a une IP, on a un utilisateur, dans quel groupe appartient l'utilisateur, à quoi il a accès, si le compte est compromis, quelles sont les actions N+1 que je dois faire. Alors j'ai mis enrichissement de log, c'est plutôt de l'enrichissement d'alerte, ce que je viens de dire là, et tout ce qui est identification de traitement de chaînes de données, éventuellement réutilisation de secrets, c'est des choses qu'on commence à voir aussi. Sur l'architecture technique, je vais aller assez vite, c'est une architecture qui est modulaire, donc c'est du Python. On commence à avoir quelques limites aujourd'hui du Python, notamment le fait que ce soit en monothread pour les ingestions de très très grosses infrastructures, notamment Lyft qui a des dizaines de milliers d'assets sur AWS. On commence à voir les limites, donc on travaille dessus. L'avantage que ce soit modulaire en Python, c'est que c'est quand même assez facilement extensible. Même sur des solutions, on va dire, maison, qui exposent des API, on peut imaginer aller en quelques lignes de Python, aller chercher, injecter dedans des informations. On peut lancer module par module ou tout d'un coup. Ça peut se déployer simplement via Docker, donc c'est un package Python ou une image Docker prêt à l'emploi. Chez Resilience, j'utilisais dans GitHub Action. J'avais un repository dans lequel j'avais mon état de connaissance du système. C'est ça ma liste d'administrateurs autorisés, ce genre de choses. Et après, j'avais des GitHub Action qui tournaient, ça faisait un data par rapport à ma base de connaissances qui était dans GitHub. Voilà, n'importe quel orchestrateur. Aujourd'hui, tout est ingéré dans une base de Neo4j. Et le parti pris qui a été fait, c'est que c'est des runs successifs. Donc c'est une vision discrète. Il y a un snapshot à l'instant T plus 1. On n'est pas sur du monitoring en continu et on ne voit pas l'évolution dès qu'une instance démarre sur AWS, on ne la voit pas apparaître puis disparaître sur le graphe. C'est vraiment des snapshots à intervalles de temps réguliers. Et je l'ai mis tout en bas. Des équipes d'Amazon se sont approchées de nous pour étendre le support. Aujourd'hui, on supporte que Neo4j en base de données. Et on a donc les équipes d'Amazon qui sont en train de travailler pour nous aider à supporter AWS Neptune, donc la base graph d'Amazon. Et on espère, en faisant ce travail-là, également permettre d'autres, comme même graph, je crois. Enfin, voilà, généraliser un peu plus l'ORM qu'on a fait pour pouvoir aller s'interconnecter sur plus de bases et être moins restrictif. L'ingestion des logs, ça c'est quelque chose qu'on vient tout juste de débuter. On s'est dit c'est bien d'avoir une base de connaissances, savoir comment est configurée notre infrastructure. Ce serait encore mieux si on pouvait croiser cette théorie avec le réel. Donc aujourd'hui, on a, via la configuration, un utilisateur est capable de se connecter à un serveur. Ça c'est de la configuration, c'est des règles. Quand on arrive à les parser correctement suivant la complexité. Et l'idée maintenant, c'est d'aller venir injecter des logs, alors que ce soit des logs d'accès, des logs réseau, des événements applicatifs, pour ajouter
Une deuxième relation entre ces deux entités. D'accord, l'utilisateur peut se connecter, on estime qu'il peut se connecter de la compréhension qu'on a de la configuration, mais est-ce qu'il l'a déjà fait? Si oui, combien de fois, entre quand et quand? Le but n'est pas de venir se soustraire à un SIEM ou d'arriver dans la complexité d'avoir de l'historique des logs, c'est juste d'avoir des notions. Donc pour l'instant, on reste sur une modélisation qui est très simple, première vue, dernière vue, nombre de fois, mais ça va nous permettre de détecter des permissions qui sont données mais jamais utilisées. Voilà, il peut se connecter, mais il ne s'y connecte jamais. Inversement, ce qui serait, il s'y connecte, mais on n'a jamais vu qu'il pouvait se connecter. Donc là, c'est plutôt côté logiciel, on a un problème sur l'interprétation des droits. Voilà, d'aller venir enrichir. On peut même imaginer dans un Excel, là, j'ai que deux nœuds, mais on est dans un graphe, on pourrait imaginer au-dessus un nœud groupe et d'autres utilisateurs. Ok, cet utilisateur, c'est la première fois qu'il se connecte, mais est-ce que les autres qui sont dans le même groupe l'ont déjà fait? Donc, on arrive presque sur du comportemental. Et donc ça, on commence tout juste, on a une RFC qui est en cours, et on va travailler sur les logs trail dans un premier temps. Deuxième gros projet qui est en cours, celui-là me tient à cœur parce que j'ai pas mal travaillé dessus, c'est la mise en place d'une ontologie. Alors, je ne vais pas me risquer encore une fois sur la définition de l'ontologie parce qu'à chaque fois, je me prends les pieds dans le tapis. Mais si je le résume, on essaie de mettre en place des concepts transverses et des relations normalisées. Si on prend le schéma qui est à droite, en bleu, vous avez une petite modélisation de ce que pourrait être Entra. Donc, il y a un utilisateur et un device dans Intune, donc un device Windows. Vous avez Jamf pour la partie macOS. En haut, vous avez Duo. À droite, vous avez CrowdStrike. Donc ça, c'était un peu historiquement la vue qu'on avait dans cartographie, très éclatée, très proche des données de chaque fournisseur, mais très éclatée. Et en orange, au milieu, vous avez l'ontologie qu'on essaie de mettre en place, donc avec une notion d'utilisateur qui a plusieurs comptes. Donc il a un compte sur Duo, sur Entra, sur Jamf. Il a un device ou plusieurs, qui peut être dans Jamf, dans Entra, etc. Et donc ça permet d'aller faire des requêtes transverses et de se poser la question, liste-moi tous les utilisateurs qui ont un device vulnérable et, et indépendamment du fournisseur. Donc ça facilite la mutualisation des connaissances. Je crois qu'on donne la définition, merci de m'aider. C'est gentil. Voilà, simplifier les requêtes et faciliter l'intégration à d'autres outils. Voilà, un peu pour l'outil. Ensuite, je voulais passer sur 3 petites vidéos. Alors, je ne vais pas faire des démos en live parce que j'ai toujours peur, pareil, de me prendre les pieds dans le tapis. Mais j'enregistre 3 petites vidéos de... Je ne sais pas si la qualité va être très bien. Mais voilà, là, c'est un lancement. Donc, c'est du Docker Compose. Voilà. Il y a un Docker Compose qui est mis. Donc, vous pouvez avoir la base de données Neo4j. Là, je source mes variables d'environnement parce que je n'ai pas forcément envie de les partager. Et là, vous avez le lancement. Donc, ça peut se lancer via Docker. Ici, je le lance directement en Python via UV, donc un gestionnaire de package. Et on voit, voilà, je passe l'organisation, mon ID d'organisation Scaleway, le nom de la variable d'environnement qui contient le secret, enfin la clé, le key ID. Je lui demande de lancer Scaleway. Ça va se lancer assez vite. Normalement, c'est pas... Voilà. Donc, ça se connecte. On voit que ça... Si on regarde les logs très rapidement, on voit qu'il y a eu 2 applications, un groupe, 4 API, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le graphe, qui ont été chargés. Et donc ensuite, vous accédez directement. Donc là, c'est l'interface de Neo4j. Ici, j'ai fait une requête très simple qui permet de retourner tous les nœuds de la base de données. Ne faites jamais ça si vous avez fait une grosse instance. Hein. Vous allez avoir des milliers de nœuds qui vont sortir. Mais là, pour la démonstration, et donc vous avez tout... Voilà, en une ligne de commande, j'ai toute mon infrastructure Scaleway qui est arrivée, donc avec le tenant, comme je vous montrais tout à l'heure. Je ne vais pas vous refaire la présentation du graphe, on l'a vu tout à l'heure. Ben, vous avez tous les nœuds, et on peut commencer après à aller faire des recherches un peu plus poussées. Donc ça, c'était vraiment pour la partie lancement. Si vous voulez tester, voir ce que ça donne, sans forcément synchroniser vos données, on a mis à disposition depuis peu un petit environnement de démonstration. Donc là, c'est pareil, je lance le Docker pour être sûr d'avoir la base de données. Et ce coup-ci, je lance le module de démo, donc, qui me demande si je veux bien écraser ma base de données. Ça évite les mauvaises surprises. Et là, on a pris tout un jeu de données fictifs, qui sont nos jeux de tests d'intégration, pour les avoir dans un graphe, donc ça charge un peu tout. Il n'y a pas tous les modules qui sont dedans. Et là, si je fais retourner tout, ça commence à être un peu moins exploitable.
Alors on voit peut-être pas bien l'écran, mais en haut à droite, vous avez la petite partie colorée, qui est la seule sur laquelle j'ai joué, qui est la partie Tailscale. Au milieu, la grosse connectée, ça doit être Azure. Et donc, voilà, on retrouve toutes les données qui sont là. Et on voit bien l'effet d'éclatement sans ontologie voilà, des différents fournisseurs. Là, j'ai tout retourné. Normalement, j'ai fait quelques requêtes. Voilà, là, par exemple, sur l'ontologie, on peut aller chercher voilà, tous les devices et on s'aperçoit que on a des machines. Alors, celle-ci, voilà, c'est une machine. Si on cherche, elle vient de Snippet. Celle-ci, c'est des machines, mais elle vient d'autre part. Voilà, on peut étendre les utilisateurs, on peut aller jouer, autant qu'on veut. Alors après, je crois que je le fais avec les utilisateurs. Ça n'a pas grand intérêt. Plus, ça reste des requêtes très très simples. Et voilà, à des fins d'inventaire, ça permet d'aller tout creuser. Là, on voit tous les comptes qui appartiennent à Homer Simpson, donc Snippet, Tailscale, LastPass, OpenAI, voilà, tous les comptes qu'il a. Et après, on peut aller faire des requêtes un peu plus complexes. Là, je vais chercher tous les comptes d'utilisateurs pour lesquels on n'a pas réussi à les connecter à un utilisateur qui provient de notre IDP. En fait, quand on synchronise l'ontologie, on lui dit tu ne crées des nœuds dans l'ontologie que pour l'IDP. Et comme ça nous permet d'avoir ici 4 comptes qui sont isolés, qui n'appartiennent pas à des personnes connues dans l'IDP, donc c'est des comptes externes. Alors ils peuvent être légitimes, mais on voit bien qu'avec la description de Drift, on peut dire, là j'ai 4 comptes, demain je lance, s'il y a un autre compte pour un externe qui a été créé, il est là. Et on voit que si on double-clique, on peut aller voir le contexte. À titre personnel, c'est pas l'utilisation clic-clic dans l'interface pour aller voir le graphe n'est pas ma préférée. Je préfère des requêtes préfaites, l'analyse de drift, des choses répétées, mais c'est des choses sur l'investigation qui peuvent être faites. Et la dernière, elle est un peu plus dans l'air du temps, elle est un peu plus pour le buzz, on va dire. C'est la partie IA. À partir du moment où on a un graphe de connaissances qui est quand même pas trop mal fait, sur Neo4j, Neo4j offre un serveur MCP. Je n'ai plus la définition exacte, mais ça se permet de l'interconnexion des LLM, donc des modèles de langage, avec des API tierces, ici Neo4j, et donc ça permet d'aller requêter la base Neo4j en langage naturel. Et là, ici, toujours sur l'environnement de démonstration, alors j'utilise Copilot parce que je suis sur Linux et que Claude sur Linux, ça marche pas forcément très bien. Et je vais lui demander de me lister tous les devices qui appartiennent à Homer Simpson. Donc, il me met toutes les étapes de réflexion, c'est un peu long, mais voilà, il va découvrir lui-même la base, quels sont les types de nœuds, qu'est-ce qu'il peut aller chercher. C'est un petit peu long, mais parce qu'il faut cliquer à chaque fois. Voilà, donc il fait ses requêtes. Il y a une validation humaine, on peut la faire sauter, hein, mais il y a une validation humaine avant chaque requête. Je vous conseille de toujours regarder ce genre de choses si vous avez des utilisateurs qui utilisent des serveurs MCP, ça évite les commandes sauvages qui sont passées sur les bases de données ou même sur les systèmes. Donc voilà, il corrige de lui-même la requête. Je ne sais pas si on voit bien le texte, mais il va d'abord chercher les types de nœuds qui correspondent à des devices, ensuite il va chercher les utilisateurs. Il finit par chercher d'autres types de devices, donc il va chercher des téléphones mobiles notamment, ce genre de choses. Il finit la dernière requête. Oula. Et voilà. Et maintenant, vous avez la liste qui apparaît en plein texte en bas. Donc, vous voyez qu'il a un iPhone qui est connu sur Duo avec un écran qui est verrouillé et le chiffrement qui est activé. Il a également un ordinateur, une workstation, une YubiKey. Voilà. Tout ça, c'est ça. À aucun moment vous avez fait, vous, des requêtes Cypher, c'est fait par le modèle. Alors, je vais avancer un petit peu. J'ai fait la même chose derrière pour les accès. Donc, on lui demande quel compte il a. Donc, il va faire la même chose. J'avance un petit peu parce que ça a l'intérêt de revoir. Et là, voilà, vous avez, il vous dit, basé sur tout ce que j'ai trouvé, il y a des comptes principaux. Donc, il y a un compte Azure avec tel ID, créé en telle date, dernière utilisation. Même chose pour GitHub, Anthropic, etc. Je crois même qu'il détecte à un moment un compte qui est désactivé. Il vous dit s'il y a des clés d'API, à quel workspace il utilise. Donc, ça permet d'aller faire des choses intéressantes sans forcément avoir besoin de faire des requêtes derrière. Alors, ça reste aujourd'hui très basique. C'est-à-dire que je pense sur une base de production, vu les requêtes que fait le LLM, c'est un petit peu voilà, ça tire pas partie des index, ce genre de choses, donc il y a encore du travail à faire, mais
voyez que juste en connectant avec ce qui est disponible, on peut commencer à aller jouer avec de l'IA dessus. En cas d'usage réel, je laisse à chacun le soin de les imaginer. Moi, je ne fais pas aujourd'hui, vraiment, je préfère vraiment mes requêtes écrites en dur et mesurer le delta dans le temps. Voilà. Donc, c'était la présentation de cartographie. Je vous ai mis le site. Vous pouvez retrouver dessus la documentation, le lien GitHub, Slack. Je me suis permis de faire un peu de réclame pour moi-même à côté. Félicitations et merci beaucoup, Jérémy.